Depuis le début de l'histoire humaine, la mort a toujours été la limite que personne n'a réussi à dépasser sans laisser de questions. Des civilisations entières ont érigé des temples, créé des rituels, inventé des symboles pour tenter de déchiffrer cette énigme inévitable. La science moderne, avec toute sa technologie et son arrogance rationnelle, a cru avoir enfin donné la réponse. La mort n'est qu'un effondrement biologique, la fin d'une machine appelée corps humain. Pour elle, tout se résume à des impulsions électriques qui cessent dans le cerveau, des cellules qui arrêtent de fonctionner, des tissus qui se dégradent, une fin absolue, sans mystère. Mais cette explication clôt-elle vraiment la question? L'erreur de la science ne réside pas seulement dans la limitation de ses instruments ou dans le manque d'expérience capable d'accéder à ce que nous appelons l'au-delà. L'erreur réside dans la présomption que l'absence de preuve équivaut à la preuve de l'absence. C'est comme si le silence était confondu avec l'inexistence. Quand le cœur cesse de battre et que l'électroencéphalogramme ne montre que des lignes droites, les scientifiques croient avoir clos le récit. Mais qu'est-ce qui demeure invisible dans ces instants? Qu'est-ce qui échappe à la mesure froide des machines? Imaginez la scène, un laboratoire moderne, des appareils enregistrant chaque variation minime du corps humain. Les médecins observent, notent, expliquent chaque réaction. Mais, tandis que leurs yeux sont fixés sur les graphiques et les chiffres, ce qui importe vraiment n'apparaît sur aucun écran. C'est l'instant où la conscience, ce que nous appelons le moi, semble glisser hors du corps. Aucun microscope ne le détecte, aucun capteur ne l'enregistre. Pour la science, ce phénomène n'existe pas. Mais pour celui qui vit cette expérience, elle est aussi réelle que l'air même que nous respirons. C'est à ce moment que surgit la question inévitable. La science a-t-elle commis une erreur monumentale en tentant d'expliquer la mort uniquement comme un processus physique? Et si ce que nous appelons la fin n'était qu'un passage que les yeux entraînés de la raison ne parviennent pas à voir? Voilà la vérité que la science n'a pas réussi à révéler, simplement parce qu'elle n'appartient pas au champ de ses instruments. Le philosophe René Guénon fut l'une des voix les plus fermes à dénoncer cette cécité moderne. Il affirmait que réduire l'existence au visible et au mesurable, c'est amputer la réalité, lui ôter sa dimension la plus profonde. La science, selon Guénon, ne peut parler de la mort parce qu'elle ne comprend pas la vie dans sa totalité. Elle observe le corps, mais ignore l'essence. Elle explique la matière, mais se perd face à l'esprit. Dans cette vidéo, vous serez conduit au-delà de la limite que les scientifiques ont imposée comme définitive. Nous allons questionner ce qui se passe réellement à l'instant final, quand le corps se tait, mais que quelque chose persiste en mouvement. Si la science s'est trompée en définissant la mort, peut-être que tout ce que nous croyons sur la vie doit également être repensé. À partir de maintenant, chaque certitude sera mise en doute, et ce qui demeure invisible pourra enfin être révélé. Pour comprendre l'erreur de la science, il faut d'abord observer comment elle a construit sa version de la mort. Au cœur de la médecine moderne, la mort est définie comme l'instant où les fonctions vitales cessent d'exister. Le cœur s'arrête, la respiration cesse, le cerveau interrompt son activité électrique. C'est le tableau clinique qui scelle officiellement la fin de la vie. Cette explication paraît logique, sûre, voire réconfortante pour une mentalité habituée à croire que tout peut être mesuré et traduit en données. Mais c'est précisément là que commence la limitation. Au fil des siècles, la science a gagné en autorité sociale parce qu'elle a offert des résultats concrets. Elle a créé des vaccins, prolongé l'espérance de vie, dévoilé les secrets de l'ADN, exploré jusqu'aux confins du cosmos. Cette aura de puissance technique a fait que ces réponses sur la mort ont été acceptées presque sans questionnement. Après tout, qui oserait douter d'une institution qui a tant de fois vaincu les mystères de la nature? Cependant, la mort n'est pas seulement un événement physique. C'est une expérience qui traverse des dimensions de l'existence que la science ne reconnaît même pas comme valides. Les manuels de biologie enseignent que la vie dépend du fonctionnement coordonné de systèmes circulatoires, respiratoires, nerveux.
Quand ces systèmes défaillent, l'organisme entier se défait. Le récit scientifique se concentre là, sur cet aspect observable et quantifiable. Le corps est réduit à une machine. Mais si le corps est une machine, où se situe ce que nous appelons la conscience? Où est localisée la pensée, ce moi qui observe, ressent, se souvient et rêve? Quand le cœur cesse de battre, ce moi disparaît-il simplement? La science tente de répondre à cette question en situant la conscience dans le cerveau. Selon cette vision, nous ne sommes que le produit de l'activité neuronale. Les souvenirs, les rêves, la notion même d'identité seraient des décharges électriques transitoires. Si le cerveau meurt, tout s'éteint. C'est une réponse pratique, objective, mais qui ne résiste pas à l'expérience humaine la plus profonde. Le témoignage de milliers de personnes qui affirment avoir été conscientes à des moments où, selon la médecine, elles ne pouvaient plus l'être. Dans ce scénario, nous percevons une contradiction inévitable. La science s'appuie sur des instruments pour valider ses conclusions, mais ces instruments n'enregistrent que des phénomènes physiques. Quand quelque chose ne peut être mesuré, il est simplement écarté. L'erreur fondamentale réside dans ce choix. Limiter la réalité à ce qui peut être pesé, compté ou photographié. Ainsi, l'univers intérieur de l'expérience humaine, émotion, spiritualité, conscience, est traité comme une illusion. C'est à ce point que la critique de René Guénon devient pertinente. Il affirmait que la modernité a transformé la science en une idole, oubliant qu'elle n'a pas compétence pour aborder certains domaines. La mort, disait-il, est un passage, non un point final. Tandis que la science ferme la porte, les traditions spirituelles la maintiennent ouverte. Entre ces deux visions s'élève le véritable théâtre de notre conflit. D'un côté, l'objectivité froide de la raison, de l'autre, la profondeur invisible qui ne peut être qu'intuitivement perçue. Tel est le scénario dans lequel nous sommes insérés. Une humanité qui s'est habituée à faire confiance au calcul et au graphique, mais qui, face à la mort, reste entourée de questions sans réponse. Et c'est peut-être précisément à cette limite que la vérité commence à se révéler. C'est à ce moment que le récit scientifique commence à se fragmenter, car, bien qu'il affirme que la mort ne soit que la fin des fonctions vitales, d'innombrables témoignages réels défient cette conclusion. Des expériences de mort imminentes, décrites en détail par des personnes de différentes cultures, montrent qu'il y a quelque chose au-delà de ce que les appareils médicaux enregistrent. Des individus cliniquement morts, sans pouls, sans activité cérébrale, décrivent avec précision des environnements où ils étaient inconscients, rapportent des conversations qui se sont déroulées autour d'eux, décrivent des scènes survenues dans d'autres pièces. La science, face à ces témoignages, se tait simplement ou tente de les réduire à des hallucinations. Mais comment expliquer qu'une hallucination apporte des informations vérifiables du monde extérieur? Ces paradoxes créent de la première fissure dans la version officielle. Si la conscience n'était qu'une fonction du cerveau, comment pourrait-elle exister dans un corps déjà considéré comme mort? Et si elle ne se limite pas au corps, où est-elle exactement localisée? Ces questions transforment la certitude de la science en incertitude. C'est sur ce terrain instable que la tension s'accroît. À chaque cas enregistré de mort imminente, le récit scientifique perd de sa force. En même temps, l'intérêt pour des explications alternatives, spirituelles, philosophiques, métaphysiques, grandit. Mais la science insiste sur sa réponse froide, fermée. Cette insistance devient partie du conflit. Un système qui refuse d'admettre ses propres limites. Guénon dirait que c'est le reflet de l'arrogance moderne, croire que seul existe ce qui peut être mesuré. Le conflit n'est pas seulement théorique. Il se manifeste dans la vie de millions de personnes confrontées au deuil. En perdant un être cher, elles sont confrontées à la froideur d'une réponse officielle. Il est parti, c'est fini, il ne reste rien. Cette explication, bien que pratique, ne console pas, ne répond pas à l'intuition profonde que quelque chose persiste.
Le choc entre la logique scientifique et la perception intime génère une tension existentielle qui traverse cultures et générations. C'est ici que l'escalade s'intensifie, car plus la science tente de faire taire ses voix, les voix de ceux qui sont revenus d'expériences proches de la mort ou des traditions spirituelles millénaires, plus surgissent des témoignages qui défient le consensus. C'est comme essayer d'éteindre un feu en jetant dessus uniquement des voiles de silence. Le feu ne disparaît pas, il ne fait que croître plus caché, plus inquiétant. Cette tension augmente parce que nous ne traitons pas d'une question distante. La mort est le destin inévitable de chaque être humain. Quand la science échoue à offrir une réponse convaincante, elle laisse un vide. Et dans ce vide germe le doute. Que se passe-t-il réellement à l'instant où le corps se tait? Ce doute ne peut être étouffé, car il naît de l'expérience humaine elle-même. Le conflit, donc, n'est pas seulement entre science et spiritualité, mais en nous-mêmes. Entre accepter une réponse limitée ou oser questionner. Entre croire que nous ne sommes que matière ou admettre que nous sommes peut-être quelque chose au-delà d'elle. Cette escalade de tension nous mène inévitablement à un carrefour. Soit nous restons prisonniers de l'explication visible et mesurable, soit nous ouvrons l'espace pour considérer qu'il existe, oui, une dimension invisible. Et c'est dans ce moment d'incertitude croissante que la révélation approche. Après avoir questionné les limites de la science et exposé ses contradictions face au mystère de la mort, nous arrivons au point décisif, la révélation qui change toute la perspective. C'est ici que René Guénon devient central. Pour lui, réduire la vie au corps physique et la mort à la fin biologique est une grave méprise. La mort, selon sa vision, n'est pas le terme, mais un passage. Le corps n'est que l'enveloppe, le vêtement transitoire. La conscience ou l'esprit est l'essence qui traverse le seuil invisible. Cette révélation fonctionne comme un tournant parce qu'elle rompt le consensus rationnel établi. Là où la science ne voit que ténèbres, Guénon indique une continuité. Il affirme que la vie ne se limite pas à ce qui peut être quantifié, parce que l'essence même de l'être humain est métaphysique. La mort n'efface pas l'être. Elle le transporte simplement vers une autre condition d'existence, une dimension qui ne se laisse pas capturer par des appareils, mais qui a toujours été présente dans les traditions spirituelles du monde. Ce moment narratif est l'apogée parce qu'il change le cours de l'histoire. Jusqu'ici, nous avons suivi la critique, le questionnement, l'escalade des incertitudes. Maintenant, nous recevons une réponse, non définitive, mais révélatrice. La science est démasquée dans son arrogance, et le spectateur est invité à voir ce qu'elle n'a jamais pu admettre, qu'il existe quelque chose au-delà du matériel. La force de cette révélation réside dans le contraste. La science, avec tous ses instruments, déclare qu'il ne reste rien, mais Guénon, sans laboratoire ni graphique, apporte une vérité qui résonne dans l'intime humain. La conscience ne s'éteint pas. Cette idée, loin d'être une consolation vide, trouve écho dans des milliers de témoignages, dans les écritures anciennes, dans les symboles que différentes cultures ont préservés. La mort, en ce sens, n'est pas le silence absolu, mais le début d'un autre voyage. Au point culminant, le spectateur est amené à percevoir que la véritable erreur de la science n'a pas été seulement d'ignorer ses récits, mais de tenter d'imposer comme vérité unique une vision fragmentée. Guénon rappelle que la connaissance ne peut être réduite à ce qui est visible. Il y a des couches de réalité qui ne peuvent être accessibles que par l'intuition, par le spirituel, par la sagesse traditionnelle. Cette révélation ne vient pas comme un dogme, mais comme une porte ouverte. La tension accumulée tout au long du récit trouve ici une issue, la possibilité que la vie ne se termine pas, mais se transforme. C'est un moment qui donne sens aux questions laissées en suspens. Le spectateur, jusqu'alors incité par le doute, reçoit une vision qui réorganise la compréhension de la mort, et par extension, de la vie même. Le point culminant n'est donc pas seulement une affirmation sur ce qui se passe après la mort. C'est le tournant qui change le focus, de l'impuissance scientifique à la possibilité métaphysique, de la fin absolue à la continuité invisible.
Et une fois que cette porte est ouverte, plus rien ne peut être vu de la même façon. En arrivant à la fin de ce voyage, reste une question inévitable. Que signifie réellement mourir? Après avoir confronté la limitation scientifique et écouté la révélation philosophique de René Guénon, nous percevons que la mort ne peut plus être vue seulement comme une coupure abrupte. Elle se présente comme transition, comme passage vers une dimension qui demeure hors de portée des appareils, mais pas de l'expérience humaine. La conclusion n'offre pas une réponse définitive, car la force de ce récit réside justement dans l'ouverture. La science a tenté de clore la question avec des lignes droites sur un moniteur, mais la vie insiste pour révéler qu'il y a davantage. Guénon montre que la conscience n'est pas détruite, seulement déplacée. Cette vision n'élimine pas la douleur de la perte, mais la transforme. Le deuil cesse d'être seulement un vide pour devenir une attente, un mystère partagé par tous ceux qui vivent. C'est à ce point que la réflexion s'approfondit. Si la mort est passage, alors la vie ne peut être réduite à ce que nous voyons. Chaque geste, chaque pensée, chaque choix peut porter un poids plus grand, car il ne se termine pas en lui-même. Nous vivons non seulement pour une fin physique, mais comme partie d'une continuité qui ne s'efface pas avec le dernier soupir. La conscience, étant plus que biologie, suggère que tout ce que nous sommes laisse des marques au-delà de la matière. Cette conclusion provoque le spectateur à reconsidérer sa propre relation avec la mort. Non comme quelque chose de distant, réservé aux derniers instants de la vieillesse, mais comme une réalité inévitable qui donne sens au présent. Si la science s'est trompée en réduisant la mort à un simple arrêt de circuit, peut-être se trompe-t-elle aussi en réduisant la vie à une somme de processus chimiques. La réflexion s'élargit. Et si tout ce que nous sommes était enraciné dans quelque chose d'invisible, plus grand que ce que n'importe quelle expérience peut démontrer? Le récit se termine, mais ne se conclut pas. C'est le secret de la fin ouverte, provoquer l'inquiétude, faire en sorte que le spectateur emporte avec lui la question. La vidéo ne livre pas de réponse toute faite, mais invite à regarder la mort et par conséquent la vie d'une autre manière. Le doute planté au début fleurit maintenant en réflexion. Si la conscience survit, qu'est-ce que cela signifie pour ce que nous sommes aujourd'hui? Cet acte final fonctionne aussi comme un miroir. Chaque personne, en écoutant, sera amenée à confronter ses propres croyances, ses peurs, ses espoirs. Certains verront dans la révélation de Guénon une confirmation de la foi qu'ils possédaient déjà. D'autres ressentiront un malaise, en percevant que la sécurité de la science est peut-être trop fragile. Mais tous, sans exception, sortiront avec la sensation que la mort n'est pas un point final, mais une virgule dans un récit plus vaste. Ainsi, la conclusion n'est pas un adieu, mais une invitation. Une invitation pour que chaque spectateur poursuive la quête, questionne ses certitudes et s'ouvre à la possibilité que la vérité soit au-delà de ce que la science peut mesurer. Le voyage de la vie, après tout, ne s'achève peut-être pas là où les yeux de la raison se ferment, mais précisément là où ils n'ont jamais pu voir.